Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir d'échanger avec Emmanuel et Julian Japper, co-auteurs du tout nouveau livre « Quelques minutes par jour pour changer le monde », sorti le 8 octobre 2020 aux éditions Erol. Alors, je connais bien Emmanuel car elle était entre autres à mes côtés pendant de nombreuses années pour prendre soin des participants de mon programme Wake Up. Et aujourd'hui, Emmanuel Japper se consacre à l'écriture. Elle est l'auteur d'essais sur le sport et du roman « Le scarabée bleu », édité aussi aux éditions Erol. Julian, quant à lui, est un lobbyiste citoyen. Il est très engagé dans le monde associatif sur toutes les questions liées au bien-être des populations et à l'égalité des chances. Julian et Emmanuel sont tous les deux cofondateurs du think tank Sport et Citoyenneté et enseignent dans des universités et des écoles de management. Alors cet épisode est pour vous si vous trouvez que le monde ne va pas très bien et parfois vous avez l'impression qu'à votre échelle, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour que ça change. Vous avez bien une ou plusieurs causes que vous aimeriez défendre, mais pour être honnête, tout ça, ça vous semble si énorme que vous ne savez pas par où commencer. Vous avez envie de réveiller le meilleur de vous-même et d'oser croire qu'à votre manière, vous pouvez contribuer à rendre le monde d'aujourd'hui et de demain plus juste, plus sain, plus solidaire. Que ce soit l'environnement, l'engagement citoyen, l'enfance, l'égalité homme-femme, la famille, le logement, la spiritualité, les droits de l'homme, la défense des animaux, quelle que soit la cause que vous aimeriez défendre, nous allons dans cet épisode vous donner des pistes pour commencer. Nous allons aborder les points suivants. Changer le monde, est-ce vraiment possible ? Et si oui, par où pouvons-nous commencer concrètement ? Comment rester optimiste au milieu du chaos ? Et nous parlerons aussi de l'écriture d'un livre et plus particulièrement de comment ça se passe d'écrire en couple. Alors, bienvenue Emmanuel et Julian, un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel a été l'élément déclencheur pour écrire ce livre ? Écoute, bonjour Christine, bonjour à tout le monde. Merci déjà de nous accueillir sur ton podcast. C'est vraiment un honneur pour nous de parler de notre livre ensemble en duo. Alors écoute, je crois que le déclencheur, ça a été, en tout cas pour ma part, l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est cette angoisse qui est là avec tout ce qui se passe dans le monde et qui devient des fois presque insurmontable. Il y a des insomnies, des maux de tête grandissants et tout. Et moi, j'étais vraiment là-dedans. Et je me suis dit, le meilleur moyen pour lutter contre ça, c'est la créativité. Puisque j'écris, je me suis dit, eh bien, il y a vraiment quelque chose à faire peut-être, condenser nos réflexions qu'on a depuis des années et qu'on mène avec plein de témoins qu'on a autour de nous et de gens qu'on rencontre. Et on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais, puisque là, on a l'impression que c'est le chaos. Et pourtant, il y a énormément de phénomènes positifs qui se passent dans le monde. Et donc, ça mérite de se pencher sur le sujet, sur tous ces sujets, ensemble, en couple, avec notre complémentarité. C'est comme ça que c'est venu. Oui, alors bonjour, merci Christine pour ce podcast. Je suis très heureux de participer. Et effectivement, c'est une histoire personnelle. L'envie d'écrire ce livre, elle était là depuis pas mal de temps, depuis quelques années. L'envie de l'écrire en couple aussi, parce qu'on est deux personnes, tu l'as dit Emmanuel, assez complémentaires, assez différentes. Et puis nos voyages, nos rencontres, où on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont très optimistes dans une période qui pourtant est assez complexe. On sort aussi de confinement, on est dans, tu l'as dit Emmanuel, beaucoup de sujets qui nous rendent assez anxieux. Et pourtant, quand on creuse ces sujets, quand on essaie de réaliser qui et comment on peut, à notre échelle, sans attendre toujours aussi des autres, sans être dans une posture où on est dans la plainte, mais plutôt dans l'action, où on a envie d'agir, on s'est dit,
tout ce que l'on a emmagasiné depuis des années dans nos métiers aussi, dans nos rencontres, dans nos voyages, on a envie de le transmettre et de le faire partager à un plus grand nombre. Et puis surtout, on a envie de montrer que c'est assez facile et assez possible. Alors peut-être pas de changer tout le monde, mais d'avoir une action qui est impactante et assez tangible. C'est vrai que je connecte avec ce que vous dites. Quand j'anime les ateliers, j'arrête de râler. Je dis souvent que la démarche, c'est d'être acteur de solutions plutôt que victime des situations. Et j'ai l'impression que votre élan initial, c'est de se dire plutôt que de me sentir victime et de me sentir impuissant, et bien en fait, dans les dernières années, vous avez accumulé plein de preuves et plein de ressources et plein d'idées de ce qui est possible à faire à l'échelle de chacun. Et vous avez voulu dans ce livre compiler et partager en fait toutes ces ressources et toutes ces idées et toutes ces pistes pour pouvoir être acteur de changement. C'est ça ? C'est exactement ça. Tu l'as très bien résumé. Super. Alors, changer le monde, quand même, c'est ambitieux. Vous avez mis un titre assez ambitieux sur votre livre. Alors, est-ce que c'est vraiment possible de changer le monde ? Alors déjà, changer le monde, c'est vrai que c'est le titre parce que c'est fort et parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on aspire à ça quand même. Donc, c'est un peu une image un peu globale comme ça, un peu puissante et on peut se sentir tout petit face à cette notion de changement de monde, mais il est bien question de ça quand même aujourd'hui. Alors, dans notre livre, on prend vraiment les choses avec des pincettes parce qu'il y a tellement de choses à changer que vraiment notre angle d'attaque, c'est de dire chacun à son échelle, chacun à sa mesure, avec ses moyens, avec où il en est aujourd'hui. Vraiment, on guide le lecteur. On n'a pas de recette toute faite, évidemment. On est vraiment dans l'humilité et dans la quête, nous aussi, pour nous améliorer. Mais l'idée, c'est quand même bien de transformer ce monde, chacun dans son périmètre, je dirais. Alors oui, je vais compléter. Changer le monde, évidemment, c'est quelque chose de très compliqué. Mais, et tu l'as dit, Christine, être dans l'action, ça ne demande parfois pas beaucoup d'efforts et ça peut avoir des conséquences importantes. Et notre baseline du livre, c'est l'effet papillon à la portée de tous. Ça veut dire, cette histoire de l'effet papillon, elle nous a porté, elle est intéressante. Ça veut dire que parfois, avec une petite action, et on va rentrer dans le détail, on va essayer d'en développer quelques-unes, mais avec une petite action, avec un petit geste d'éco-citoyenneté, de comportement, on peut, à notre échelle, en inspirer d'autres et on peut avoir un effet finalement démultiplicateur qui va entraîner une grande conséquence. C'est ça l'effet papillon. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas que des mots, c'est quelque chose qui est prouvé, qui est réalisable, qui est réaliste et qui peut, sur des sujets bien délimités, si on arrive, et on va en parler, à bien délimiter sur quel sujet on va avoir une action qui peut avoir des conséquences importantes. Il y a cette histoire aussi, et elle nous a inspiré, je vais la raconter très rapidement, mais du colibri, c'est-à-dire que finalement, un petit oiseau, un petit colibri, quand il a un peu d'eau dans son bec, si il met cette eau sur un gros incendie, il ne va rien faire. Mais s'il y a des milliers de colibris qui arrivent avec un peu d'eau, on peut éteindre un incendie. Et ça, on sait que d'ailleurs que c'est d'actualité chez toi, Christine, en ce moment. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de démontrer dans notre livre. Qu'on peut tous être à notre échelle des petits colibris, prendre une petite goutte d'eau et puis éteindre ou allumer quelque chose. Et vraiment, on sent qu'on est à une période de notre société où les individus perdent confiance dans les politiques, dans les religions, dans les notions de famille, dans les idoles de société. On se demande quelles sont nos idoles de société en ce moment. Et finalement, plutôt que chercher des grands repères, essayons nous à notre échelle d'agir. Et on espère, on est aussi convaincus là-dessus, que ça aura des conséquences positives. Chacun de nous se doit aujourd'hui d'être responsable dans la période complexe que l'on travaille. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est plutôt d'être anxieux et dépassé par le grand tout et l'énorme tâche de changer le monde. C'est peut-être de commencer par changer son monde
et de faire ces petites actions près de soi. Et déjà, quand on change son monde, déjà notre monde va mieux, il est plus agréable, on se sent utile, on améliore notre petit périmètre. Et en fait, si chacun améliore son petit périmètre, ça donne envie, ça contamine déjà, ça donne envie aux autres de faire la même chose. Et petit à petit, tous ensemble, on change le monde. Complètement. Et on peut être inspirant. Quand une piste de danse est vide et que l'on va danser, le premier, il est un peu gêné. Mais après, les autres arrivent et ils se mettent à danser. Et là, c'est intéressant. Et là, on a une bonne soirée. Et c'est un peu ça qu'on veut essayer de faire avec ce livre. D'ailleurs, je voudrais aussi rajouter que dans le livre, on a 17 témoins, et notamment toi, Christine. Donc, vraiment, merci de participer. Et justement, en rappelant qu'il est important de changer son monde. Hein. Ça, c'est notamment les propos que tu as dans la partie où tu prends la parole. Voilà, tout à fait. Alors, dans votre livre, vous abordez l'écologie, vous abordez l'égalité des sexes, vous parlez de la lutte contre la pauvreté. Donc, vous abordez vraiment tous ces sujets. Comment vous avez procédé pour identifier les sujets et pour les traiter ? Alors, on avait effectivement la tendance, ça aurait pu de traiter que de tout ce qui est lié au changement climatique, par exemple. Mais l'engagement, c'est bien plus large que ça. Donc, on a commencé à se dire, on va aller étape par étape en proposant peut-être des quiz. Alors, on a un quiz au début pour déterminer sur quelle échelle on veut agir, pour quelle cause, effectivement par rapport à notre passé, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos talents aussi. Et donc, on sème des graines à travers des petits exercices. C'est finalement un guide pratique quelque part. C'est à la frontière entre l'essai et le guide pratique où on prend le lecteur par la main et on va lui demander, lui poser plein de questions pour essayer de cerner vers où il veut aller finalement. Oui, c'est ça. On a voulu balayer large. Alors Emmanuel, tu l'as dit, on aurait pu aussi se cantonner à des sujets que l'on connaît bien liés au bien-être, à l'activité physique, au bien-être physique et mental. Ça, c'est des sujets que l'on a beaucoup travaillé. Mais finalement, c'est en écoutant aussi les plus jeunes, les nouvelles générations, qui nous poussent réellement à consacrer quelques minutes par jour sur des sujets qui sont peu ou mal traités par nos dirigeants en particulier. Donc, c'est ces jeunes qu'on a écoutés et qui nous ont donné envie de balayer large et de traiter tous les sujets qui intéressent les nouvelles générations. Pour pouvoir leur donner, tu l'as dit Emmanuel, des outils assez simples pour bien définir leur engagement, parce que généralement, quand on a envie de s'engager, on est un peu éparpillé, on a envie de donner son temps, on a des sujets qui nous tiennent à cœur. Alors l'écologie, c'en est un, la lutte contre les inégalités, évidemment, l'égalité homme-femme, on a réussi à tous les balayer pour donner envie et ça c'est un truc, je crois, important aux gens, c'est un premier conseil que l'on peut donner, de se consacrer à la cause qui leur tient le plus à cœur. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment au fond d'eux, au fond de leur tripe, et qu'ils vont pouvoir, grâce à un engagement qui n'est pas obligatoirement très lourd, participer à faire évoluer cette cause. Ça, c'est le premier conseil que l'on donne. On balaye large pour pouvoir permettre à nos lecteurs de choisir une cause unique qui leur tient à cœur et de bien mettre, grâce à des outils, tu parlais de quiz, mais il y a plus que ça dans le livre, plus que des quiz, on va chercher des méthodes aussi pour pouvoir bien consacrer son temps à cette cause et surtout être utile sur cette cause-là, avec des témoignages de gens qui vont accompagner aussi le lecteur vers cet engagement. Donc on a voulu balayer large pour répondre aux attentes, évidemment, de tout le monde, mais pour tout de suite recentrer vers une cause qui tient à cœur. Et concrète. Et concrète. Donc il y a l'idée de donner des idées, il y a l'idée de donner envie, et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a vraiment le thème de choisir une cause, en se disant oui, il y en a des tonnes, il y a tellement de choses à faire, mais en fait c'est justement quand on est dépassé par il y a trop de choses à faire qu'on fait rien. Et, voilà. Et donc là peut-être inviter à travers vos quiz et vos exercices les lecteurs à identifier une cause, celle qui fait le plus chanter leur cœur, c'est comme ça que j'exprime souvent les choses, ou celle qui leur fend le cœur.
cœur le plus, en tout cas celles qui leur touchent le cœur. Soit ça fait chanter leur cœur, soit ça leur fend le cœur. Celles où ils ont le plus le désir d'agir, peut-être aussi celles, je ne sais pas si vous abordez ça, mais celles qui collent le plus avec leur quotidien, leur réalité, là où ils sont. C'est vrai que quand on est en pleine ville, avoir la cause des forêts, c'est peut-être pas forcément le plus simple, ou au contraire, si on a envie de partir tous les week-ends. Mais par rapport à ce qui peut marcher, par rapport à notre vie et comment faire rentrer cette cause dans notre quotidien. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets de ce qui se déroule dans votre livre? Oui, là, comme ça, spontanément, c'est par exemple déjà partir de soi, ça c'est important, effectivement, de son monde à soi, comme la façon dont on s'habille, la façon dont on consomme, pour finalement basculer en devenant consommateur. J'aime bien ce terme-là. C'est-à-dire que chaque achat, c'est quand même très puissant. Chaque achat, chaque fois qu'on sort la carte bleue, on a un pouvoir de dingue, en fait, et on s'en aperçoit pas. Et donc, avec ça, on peut vraiment changer les choses. À chaque fois qu'on achète de la nourriture, un vêtement, ou quand on choisit d'aller voir telle pièce de théâtre ou tel film, enfin, tout est prétexte à sortir la carte bleue, finalement, dans notre monde. Et c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses. J'ai un autre exemple aussi, excuse-moi, après je te laisse la parole. Par exemple, ne serait-ce que ramasser un déchet par jour. Eh bien, ça a l'air de rien, mais si on était si nombreux à le faire. Tu imagines, qu'est-ce qu'on renverrait comme message aux plus jeunes et puis à tout l'environnement, finalement. Donc, c'est un tout petit geste, mais qui peut vraiment avoir des grandes conséquences. Oui, j'ai rien de mieux à ajouter. Il y a plein d'exemples sur tous les sujets qui sont inspirants. Et puis, surtout, il faut le faire avec humilité, même si le titre est assez prétentieux, on en a conscience. Il y a dans chaque secteur et sur chaque cause des associations. Et dans ce livre, vous pourrez lire aussi des déclarations de dirigeants d'associations, d'influenceurs qui ont déjà beaucoup réfléchi à ça. Nous, on est des passeurs d'idées. On veut, par ce livre, amener les gens à aller vers ces experts, vers ces associations, vers ces ONG qui ont pensé les choses et qui pourront accompagner sur 5 minutes par jour, 5 minutes par semaine, 2 heures par week-end, pour pouvoir, sur la cause, et on parle beaucoup d'écologie en ce moment, mais c'est pas la cause unique, même si elle est très importante, en changeant nos comportements, en ayant, tu l'as dit, des gestes éco-responsables, des petites choses très, très concrètes, trier ses poubelles, essayer de regarder quand on est au restaurant si on peut moins manger, si on peut moins gaspiller, si on peut faire des petites choses comme ça. On sait que ça a des conséquences importantes, mais surtout, nous, on n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour amener les gens vers des professionnels qui savent accompagner et qui savent gérer parfaitement cette notion de temps disponible pour une cause. Oui, mais d'un autre côté, ramasser par exemple un déchet par jour, pas besoin d'un professionnel. Oui, bien sûr. Il y a des gestes simples. Qui demandent juste notre propre volonté. Il y a des gestes et notre propre contrat avec soi-même, je dirais quelque part. C'est pas une leçon, ça. C'est juste se dire, ma voix compte en fait. Ma voix compte. Ça, je crois que c'est important de se dire, je compte dans ce monde. Avec quoi que je fasse, avec un geste qui pourrait être anodin, mais non, en fait, ça va compter parce que peut-être qu'au moment, je prends juste cet exemple parce qu'il est concret dans ma tête, mais peut-être au moment où je vais ramasser ce déchet, quelqu'un va passer et va se dire, mais quelle idée, mais oui, bien sûr. Alors oui, moi je vais un peu au-delà avec tu as raison, avec les compétences. C'est-à-dire qu'on constate finalement que dans nos métiers, et ça c'était un constat du livre aussi qui a déclenché l'envie d'écrire, on constate que dans nos métiers, des études montrent qu'un certain nombre de pourcentages d'individus se sentent inutiles dans leur métier, en fonction des compétences qu'ils exercent. C'est intéressant cette donnée. Et en fait, cette inutilité, elle est relative. Parfois, on peut être inutile dans son métier et dans ses compétences. Mais les compétences, quelles qu'elles soient, que l'on soit comptable, que l'on soit juriste, que l'on soit marketeur, que l'on soit ramasseur ici de feuilles, jardinier, quel que soit notre type de métier, on peut aussi valoriser et rendre ces compétences importantes en les mettant au service d'une cause au-delà de son métier. Et cette notion, ce constat que les gens se sentent parfois inutiles dans leur métier, mais ont pourtant des compétences et peuvent les mettre au service d'associations, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, les associations, les ONG ont besoin de différentes compétences. Elles ont besoin d'un comptable, elles ont
besoin d'un juriste, elles ont besoin d'un jardinier. Toutes ces compétences-là peuvent être mises au service des causes pour les faire accélérer. Parce que l'on sait aussi, et le Covid a rajouté de la complexité à cela, que certaines causes avancent très lentement. On parle d'égalité des sexes, et je suis content aussi qu'on l'ait écrit en homme-femme, on en parlera aussi. Là aussi, on voit que les nouvelles générations nous poussent à faire des plaidoyers. C'est important des plaidoyers, c'est important les mots. On a beaucoup travaillé cette notion de mots aussi dans le livre. Utiliser les bons mots pour faire avancer les bonnes causes. Je parle trop, excusez-moi. Non, c'est passionnant. Alors il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans tout ce qui vient d'être dit. La première chose, on parlait tout à l'heure de l'importance de faire sa part, de l'importance d'avoir un petit geste par jour et de regarder ce que nous on peut faire et d'être d'avoir cet engagement régulier de nous agir. Et moi, ce que ça réveille en moi, ce que je constate parfois, et j'ai envie qu'on en parle un petit peu, voir si ça va vous intéresser aussi, c'est que je constate qu'il peut y avoir un mécanisme quand moi je fais un geste éco-citoyen ou quelque chose pour une cause, tout de suite je vois tous ceux qui ne font pas les gestes. Et donc, c'est comme par exemple quand j'ai arrêté de râler, par exemple, tout de suite j'entendais beaucoup plus fort tous ceux qui râlaient. Alors, parce que moi, j'étais dans la démarche d'arrêter de râler, du coup, je pouvais très facilement entendre les râleries des autres beaucoup plus fort. Et je remarque la même chose un petit peu, notamment en termes d'écologie. Quand on fait une démarche de tri ou de zéro déchet ou quelque chose comme ça, tout d'un coup, on voit tous ceux qui polluent, tous ceux qui ne font pas la même démarche, et on peut avoir tendance à se perdre, en fait, à pointer du doigt les coupables, à accuser, plutôt que de se concentrer à inspirer. En se disant, moi, peut-être qu'il y en a qui polluent, peut-être qu'il y en a qui ne font pas comme moi, mais la meilleure chose que je peux faire, c'est d'inspirer ce que je peux à peut-être me suivre dans ma démarche. Est-ce que vous comprenez cette idée-là, qu'on peut être un peu dans une démarche, j'appelle ça le green bashing, où moi je fais bien, et donc du coup, j'ai le droit de pointer du doigt tous ceux qui ne font pas bien. Ça vous parle, cette notion-là ? Ça me parle pas mal, parce que je pense que c'est comme quand on entame une démarche de développement personnel. Tout d'un coup, on découvre plein de notions et on se dit mais je devrais en parler à ma mère, je devrais en parler à ma tante. On a envie que les choses bougent au-delà de nous-mêmes. Et je pense qu'en fait, c'est des phases, à mon avis, parce que bien c'est pareil, quand moi j'ai commencé à trier, à essayer à partir dans quelque chose vers le zéro déchet, j'y arrive pas d'ailleurs, j'y arrive pas totalement. Oui, mais tu t'y approches. Oui, mais bon, c'est pas facile quand même. Eh bien, effectivement, j'avais envie de convaincre, mais ça n'a pas duré longtemps parce que finalement, derrière, on se dit, mais non, humilité avant tout, humilité et exemplarité. Et on ne vise pas la perfection parce que ce n'est pas possible. Ça, je l'ai beaucoup entendu de ta bouche aussi. La perfection n'existe pas. On fait comme on peut. Et surtout, on ne juge pas le voisin parce que finalement, peut-être que hier, j'ai oublié d'éteindre la lumière en fait. Donc, je suis peut-être dans une démarche, j'essaie de tendre vers la perfection, mais hier, j'ai pas éteint la lumière, et alors que le voisin, il l'a peut-être éteinte. On ne sait pas ce qui se passe chez le voisin, on ne connaît pas l'intimité des gens, et donc on ne peut pas juger. À mon avis, c'est comme ça que je pense que... Voilà. Ça me semble vraiment important de poser ce message, de se dire, dans cette quête de changer le monde, c'est très important qu'on soit unis et pas divisés. Et moi, je constate que très facilement, quand on est acteur de changement, on peut facilement se séparer de ceux qu'on juge ne l'aident pas autant que nous, quoi que ce soit. Donc voilà, un message d'union et non pas de division dans cette démarche et de jugement. C'est vrai, Christine, tu as raison, c'est très dur. Le défi, il est là. Moi, je dirige une ONG, donc je suis aussi chef d'entreprise et même je me suis engagé en politique. Et c'est quelque chose que j'ai dans les deux domaines, en politique et dans l'organisation, que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'il faut finalement continuer à essayer d'être positif, vaillant, militant, dans le bon sens du terme, militant. Et c'est plus en étant un exemple, en tant que manager ou en tant qu'homme politique, qu'en étant dans le jugement et la critique, qui peut venir aussi, où on peut tous s'autocritiquer sur ce qu'on fait mal. Et c'est là qu'il faut tenir bon et qu'il faut rester debout. C'est en donnant l'exemple, je crois, et je l'ai vu dans l'entreprise, et je le vois en politique aussi, que l'on peut être inspirant et que l'on peut donner envie finalement aux autres
d'être moins dans la critique, en se disant, regarde, lui, ce qu'il fait là, finalement, il nous demande de travailler beaucoup, mais il travaille beaucoup aussi. Donc, je vais être inspirant et je vais entraîner ces changements. C'est pas facile. Il est là le défi finalement. Donc, essayons d'être, et c'est ce qu'on a voulu faire dans ce livre, d'être droit, d'être debout, d'être inspirant, sans être dans le jugement et la critique. Je crois qu'il faut surtout pas se juger. Chacun fait ce qu'il peut. Mais la société a besoin de repères forts et d'attitudes fortes, même si elles sont un peu à contre-courant. Alors, il y a un proverbe que j'aime bien qui me vient en tête de Lao Tse qui dit « Il n'y a que les poissons morts, finalement, qui sont dans le courant ». Je ne sais pas si ça vous inspire, Christine, Emmanuel, ce proverbe, mais ça veut dire que c'est dur, cette posture que l'on a d'être à contre-courant. Mais aujourd'hui, on attend ça. On attend des réactions des individus. Et avec J'arrête de râler, tu étais complètement dedans. On était dans « je veux insuffler autre chose pour pouvoir espérer changer en plus grand nombre des comportements et surtout du jugement ». Voilà. Super. Alors, j'ai envie de vous interroger sur cette idée d'avoir écrit en couple. Donc, il y a le fait d'avoir écrit en couple et il y a le fait d'être un homme et une femme. Enfin, voilà, d'être... Est-ce que déjà, là, on va commencer par là. Est-ce que vous remarquez que par rapport à ces questions, vous avez une approche différente qui serait peut-être liée ou pas, c'est une question très ouverte, au fait que il y a un homme et une femme. Est-ce que vous remarquez qu'il y a un angle, une approche différente peut-être liée à ça? Clairement, clairement. Mais là, on a voulu jouer sur notre complémentarité parce que souvent on a travaillé ensemble et ça fonctionnait bien. Donc on n'a pas le même regard sur les choses, mais on n'est pas en dualité. C'est ça qui est important et c'est ça qui permet qu'on puisse écrire un livre ensemble. Donc effectivement, Juliane a plus, tu vas compléter, mais a plus une approche cartésienne. Moi, j'en ai une plus créative. Donc déjà là, il y a une grande différence. Dans la façon d'aborder les choses. Oui, mais c'est pas obligatoirement sexué. Oui, c'est pas vrai. Obligatoirement sexué. Ce que j'entends dans ta question, Christine, c'est est-ce que c'est sexué? C'est-à-dire, est-ce que cette différence, cette complémentarité, elle est le fait d'un homme ou d'une femme? Je suis pas certain, moi, de ça. Et c'est bien la preuve qu'on n'est pas toujours d'accord. Et tant mieux, c'est une richesse. Je crois que notre complémentarité, elle n'est pas obligatoirement liée au fait qu'on soit un homme et une femme. Elle est liée à ce que l'on est. Oui, c'est sûr. On ne s'est pas posé la question de savoir si telle réaction, c'était parce que j'étais une femme ou un homme. Oui, et après, en même temps, dans chacun d'entre vous, il y a une part de masculin et une part de féminin. Et voilà, c'était plutôt ça que je voulais dire. Voilà, je suis d'accord. Donc, mais c'est vrai aussi que les femmes ont plus naturellement une part de féminin et les hommes ont plus naturellement une part de féminin. Évidemment. Ça n'empêche pas de masculin, ça n'empêche pas qu'on a les deux. Hein. Ok, donc vous ne remarquez pas nécessairement que vos approches, vos angles et vos approches différentes ne sont pas nécessairement liées au fait d'être homme ou femme. Par contre, vous me dites que vous avez une approche et une vision différente. Complètement. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ces différences que vous constatez entre vous par rapport à ces questions de changer le monde ? Alors oui, clairement, Emmanuel a commencé à en parler. Alors la bonne nouvelle aussi, on doit le dire, c'est qu'après l'écriture de ce livre, on est là, on est ensemble et ça s'est bien passé. Donc ça, c'est quand même très sympa. C'est quand même très sympa. Moi, je trouve ça très positif. On a appris aussi à se connaître dans l'écriture, à se connaître davantage dans l'écriture de ce livre, parce qu'on est allé chercher loin aussi qui on était et ce qu'on avait envie de véhiculer, d'apporter. Et parfois, c'était évidemment différent et complémentaire. Moi, je suis personnellement, je parle pour moi, je suis très heureux d'avoir écrit ce livre en couple. Je trouve que c'était une grande richesse et je peux même dire que ça nous a renforcés sur des sujets aussi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de se dire que ce travail, il a été aussi lumineux, même s'il y a eu des moments tendus, hein, on ne va pas les cacher. Il y a eu des tensions. Pour écrire, c'est pas simple. On se tend, on n'est pas d'accord. On doit accorder aussi nos agendas. On doit prendre du temps qu'on aurait pu mettre ailleurs aussi pour écrire. Mais le résultat, il est positif et j'espère que ça se sent aussi dans la lecture de ce livre, je pense. Après, nos complémentarités, tu l'as très bien dit. Moi, je suis plus cartésien. Peut-être, j'aime mieux utiliser des choses tangibles, des études, des concepts plus institutionnels aussi. J'aime bien avoir une vision plus générale. Toi, tu es
peut-être, si je peux me permettre, plus pragmatique. Tu es plus allé dans le concret, dans les choses, dans la réalité des difficultés que l'on vit d'ailleurs. Pourquoi on veut faire ça? C'est aussi parce qu'on vit des difficultés, on en a marre de voir que nos rivières sont dégueulasses, que notre fille va gagner moins que notre fils, on se balade dans Paris et on est dans des super quartiers ou ailleurs et qu'il y a des gens qui crèvent la dalle. C'est aussi ce qui nous a porté tous les deux en complémentarité, mais sur lequel on avait un regard très différent. Tu étais plus dans apporter des solutions concrètes, moi j'étais plus dans l'indignation. D'ailleurs, ce livre, on voulait à un moment donné lui donner un titre qui était un peu plus agressif. Moi, je suis pas mal dans l'indignation. C'est quand même un plaidoyer aussi pour s'indigner, mais s'indigner et agir. Toi, tu étais plus dans l'action, moi j'étais plus dans l'indignation et dans des solutions peut-être un peu plus institutionnelles. Très bien, j'ai rien à rajouter, c'est très bien résumé. Si ce n'est qu'après, la méthode à deux, c'est là qu'elle a été compliquée, effectivement, parce qu'encore une fois, là, il faut se coordonner par rapport à son approche, au-delà du sujet, par son approche dans son travail, finalement. Dans l'organisation, je trouve que c'était finalement plus ça la difficulté. Voilà, et difficulté qui perdure d'ailleurs à la sortie du livre, parce que là, on commence à avoir des demandes de médias, on commence à avoir du temps à consacrer. Alors, est-ce qu'on le fait tous les deux? Est-ce qu'on le fait individuellement? Comment on va agencer ça? Qui est en charge de quoi? C'est aussi une organisation que l'on doit venir mettre au sein d'une organisation, d'une famille et de nos jobs que l'on a. Donc, c'est quelque chose, c'est pas anodin et ça nous fait réfléchir aussi sur la bonne utilisation du temps. Ça, c'est vraiment une clé super importante. Comment le mieux utiliser son temps pour tout ce que l'on doit faire dans notre charge mentale. C'est vraiment quelque chose de complexe. Et une fois qu'on a fait cette charge mentale, on dit même que l'on doit consacrer ou que l'on peut consacrer un peu de temps pour une cause. Donc, chacun en est capable, mais la difficulté, elle est là. Vraiment bien gérer son temps. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, parce que j'ai encore plein de questions à vous poser, mais on arrive à la fin de notre créneau. Je dis souvent qu'on écrit le livre qu'on a le plus besoin de lire, ou qu'on prêche, ou qu'on transmet un message qui est celui qu'on a le plus besoin d'entendre nous-mêmes. Et donc, j'ai envie de savoir, je suis curieuse de savoir en quoi l'écriture de ce livre a fait changer votre réalité, votre quotidien, en quoi ça vous a aidé, vous, personnellement, concrètement, à pousser cette thématique de changer le monde encore plus loin. Personnellement, moi, ça m'a autorisé encore plus à oser l'utopie, finalement. Tu vois, tout à l'heure, je parlais d'éco-anxiété au tout début du podcast. Et finalement, mon éco-anxiété, elle a diminué. Elle a diminué parce que j'étais dans l'action, parce que j'ai fait énormément de recherches pour ce livre, parce qu'on a interviewé énormément de personnes et qu'on s'est enrichi de ces paroles-là et que j'ai vu énormément de gens tournés vers demain, lumineux, remplis d'espoir et qui sont debout, quoi, qui y croient, qui sont optimistes. Et donc, aujourd'hui, je me dis, on est de plus en plus, finalement, dans ce bateau. Et donc, j'ai envie de croire qu'on n'est pas loin du point de bascule, c'est-à-dire ce point où, ça y est, on est assez nombreux pour que les choses tanguent du bon côté. Donc, pour toi, écrire ce livre t'a permis de renforcer ton espoir. Et ça t'a donné des ailes. C'est ça, ça donne des ailes. Et puis on est parents aussi, on a des bouts de chou, donc ça permet aussi de leur transmettre plein de choses. Nos enfants, tous les enfants. Enfin, si on pouvait aller dans les écoles d'ailleurs en parler, ça serait génial, parce que oui, ça nous a donné envie d'y croire pour eux. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis. Ça me fait penser à une anecdote aussi dans les gestes quand on dit à notre fils d'aller s'aérer, marcher et se sentir bien dans son corps et dans sa tête et que je lui dis en regardant mon écran de téléphone et qui me dit mais toi papa t'es sur ton téléphone. Oui, effectivement, c'est pour changer aussi nos comportements et être inspirant envers nos proches et espérer que beaucoup de monde aussi pourra à la lecture de ce livre se dire je peux faire un petit quelque chose, je peux transmettre quelque chose à mes enfants, à d'autres et véritablement être inspirant. Parce que, et tu l'as bien dit Emmanuel, on est quand même à un moment charnière et on est à un moment où on sent il y a de la colère, il y a de la résignation, un peu d'abandon
aussi de beaucoup de gens qui ne savent plus très bien quoi faire, où aller, un manque de repères. Et ça, c'était important pour nous d'écrire un livre qui nous aurait aussi rassurés, tu l'as bien dit, qui nous rassurerait dans la façon de voir que des choses meilleures pourraient être à venir. Un avenir est possible sur beaucoup de sujets. Et finalement, il suffit de la volonté, il suffit de retrousser un peu ses manches, de se mettre au boulot. Et on sent que ça pourra avoir des conséquences importantes. Et d'avoir la foi finalement, au-delà de la foi religieuse. Je crois vraiment à ça, parce que je vois énormément de gens aujourd'hui qui perdent la foi, aussi parce qu'il y a le Covid et il y a tout ça. Mais ça, c'est peut-être la confiance et la foi, les deux choses à garder et à entretenir et à chérir, parce que c'est ça qui va pouvoir nous faire nous lever demain matin, quoi. Et ce que je vois bien dans ce que j'ai compris dans ce livre, c'est que c'est la confiance, c'est la foi, mais c'est à partir d'actions concrètes, à partir de ma vie, moi, qu'est-ce que je fais. Donc vous avez vraiment fait ce pont dans ce livre entre donner l'espoir, donner des pistes et mettre les gens en mouvement. Donc, je suis vraiment très heureuse que vous ayez fait ce travail qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir créé ce livre, d'avoir écrit ce livre. Je vous remercie aussi d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je suis convaincue que votre témoignage va toucher les auditeurs et je me réjouis vraiment de tout l'élan que ça va générer pour eux et pour elles. Alors, évidemment, j'invite tous les auditeurs à se procurer une copie de votre livre « Quelques minutes par jour pour changer le monde ». C'est aux éditions Erol. Et s'il vous plaît, si le livre vous a plu, si le livre vous aide, prenez le temps de partager un commentaire sur Amazon ou sur le site, si vous avez acheté à la FNAC, quel que soit l'endroit où vous avez acheté votre livre, prenez le temps de poster un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir les auteurs. C'est de mettre des commentaires, de mettre 5 étoiles ou 4 étoiles, voilà, de mettre une jolie petite note avec un beau message. C'est le meilleur moyen de pousser un livre. C'est beaucoup de travail d'écrire un livre. C'est un engagement. C'est plusieurs semaines, plusieurs heures, plusieurs mois d'une vie. Donc, si vous voulez continuer à avoir des livres aussi passionnants que le livre d'Emmanuel et de Juliane, je vous invite vraiment à partager des commentaires pour ce livre-là et pour tous les autres livres que vous avez aimés d'ailleurs. C'est toujours le meilleur cadeau que vous puissiez faire pour les auteurs. Donc voilà, on va clôturer cet épisode. Un grand merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci infiniment, Christine. C'était un vrai plaisir et d'évoquer tous ces sujets avec toi et à tous les trois. Oui, non, merci beaucoup. Et on est très optimiste. Et moi, je retiendrai une phrase que tu as dite quand j'ai parlé de tripes. Tu as parlé de cœur et je vais y penser. Je crois que sortir des tripes pour aller écouter son cœur, c'est un beau message. Donc, merci beaucoup pour ce podcast et pour la suite. Alors voilà, notre conversation avec Emmanuel et Juliane se termine. Mais si vous avez aimé les thématiques que nous avons abordées, je vous invite à écouter l'épisode 3 sur le thème « Avoir peur et rester debout », ainsi que l'épisode 6 intitulé « Osez écrire votre livre ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.